Un millionnaire s'est rendu chez sa femme de ménage pour la renvoyer à cause d'un retard de loyer. Mais il est resté choqué en découvrant une fillette malade en pleurs. Gabrielle Morel, la cinquantaine élégante et l'allure sévère, était l'un des noms les plus respectés du marché immobilier lyonnais. Fils unique d'un notaire strict et d'une mère absente, il avait construit seul un empire fondé sur la rigueur, la ponctualité et une vision presque mathématique de la réussite. Rien ne lui échappait. Ni les chiffres, ni les délais, ni les moindres détails des contrats qu'il supervisait personnellement, même après avoir délégué la plupart des responsabilités à ses associés. Ce matin-là, en consultant les rapports de gestion de ses propriétés locatives, Gabrielle fronça les sourcils. Une anomalie attirait son attention. Élodie Laurent, sa femme de ménage depuis presque 2 ans, n'avait pas réglé les 2 derniers mois de loyer pour un petit appartement situé dans le quartier de la Croix-Rousse. Il relut les données, pensant à une erreur. Élodie, toujours discrète, efficace, ponctuelle, ne semblait pas du genre à manquer à ses engagements. Mais les chiffres étaient clairs, froids, irréfutables. 2 mois de retard, aucune explication, aucun message. Cela heurtait profondément les principes de Gabrielle. Il n'aimait pas les surprises, encore moins lorsqu'elles touchaient à l'ordre qu'il imposait dans tous les aspects de sa vie. D'ordinaire, une simple lettre de relance aurait suffi, ou une résiliation en bonne et due forme via son service juridique. Pourtant, ce jour-là, il prit une décision inhabituelle. Il irait lui-même lui parler. Non pas pour discuter, mais pour lui signifier en personne qu'il mettait fin à leur relation professionnelle. Le trajet jusqu'à l'appartement ne dura qu'une vingtaine de minutes. En chemin, Gabrielle réfléchissait à la manière dont il allait aborder le sujet. Il se revoyait, enfant, observant son père régler les affaires familiales d'un ton dur, tranchant, presque cruel. Cette rigidité, il l'avait héritée et peaufinée avec le temps. Il n'avait jamais permis à ses employés de franchir la frontière entre le personnel et le professionnel. Et Élodie, malgré sa fidélité et son efficacité, n'échapperait pas à la règle. Il se gara devant un immeuble modeste d'aspect ancien dont les murs en pierre grise portaient les marques du temps. Le hall sentait un mélange d'humidité et de lessive bon marché. Gabrielle monta les escaliers lentement, s'étonnant de son propre agacement. Il n'était pas en colère, non, plutôt déconcerté. Cette histoire, si banale en apparence, lui semblait étrangement personnelle. Arrivé au palier du 3e étage, il frappa fermement à la porte numéro 7. Il n'attendit que quelques secondes avant de cogner de nouveau, un peu plus fort cette fois. Aucun son ne répondit. Il leva la main pour une 3e tentative, lorsque de l'autre côté, une voix faible, presque un murmure, se fit entendre. « Maman, j'ai froid. » Gabrielle resta figée. La porte était entr'ouverte. Il hésita, poussa légèrement, et découvrit l'intérieur sombre et modeste de l'appartement. Il appela à voix haute, sans réponse. C'est alors qu'il vit, dans un coin du salon, une fillette enroulée dans une couverture sur un canapé, usé. Elle pleurait doucement, la peau pâle, les joues rouges de fièvre. Elle devait avoir 6 ou 7 ans tout au plus. Pris de court, Gabrielle resta un instant sans voix. Il s'apprêtait à faire demi-tour quand une silhouette apparut au fond du couloir. Élodie, visiblement épuisée, les traits tirés et les cheveux attachés à la hâte, s'arrêta net en voyant son employeur sur le pas de sa porte. Ses yeux s'agrandirent de stupeur, et elle posa aussitôt la main sur la poitrine, comme pour calmer un battement de cœur précipité. « Monsieur Morel ? Mais que faites-vous ici ?» Le regard de Gabrielle passa de la femme à l'enfant, puis revint à elle, dur mais confus. Ce qu'il s'apprêtait à dire resta coincé dans sa gorge. Le décor ne correspondait à aucun des scénarios qu'il avait imaginés en route. Quelque chose dans cette scène désarmante venait de fissurer sa carapace imperceptiblement. Et pour la première fois depuis longtemps, Gabrielle Morel ne savait plus quoi faire. Le silence pesait lourd dans la petite pièce, où l'odeur de médicaments et de linge humide se mêlait à celle d'un plat oublié sur la cuisinière. Gabrielle Morel restait figée, la main encore sur la poignée de la porte qu'il avait entr'ouverte, comme s'il n'osait plus faire un pas. Face à lui, la fillette tremblait sous une couverture élimée, ses yeux brillants de fièvre noyés de larmes silencieuses. Elle ne criait pas, ne se plaignait pas. Elle pleurait doucement, comme si elle avait appris à souffrir en silence. Élodie, toujours immobile à l'entrée du couloir, fixait Gabrielle avec une panique muette. Elle portait un vieux pull troué, au col,
et son pantalon de survêtement montrait des traces de farine, comme si elle avait interrompu brusquement une tâche ménagère. Ses cheveux, autrefois toujours bien attachés en chignon discret lorsqu'elle travaillait chez lui, pendaient maintenant sur ses épaules en mèches emmêlées. Elle ne dit rien. Peut-être n'avait-elle pas encore compris pourquoi il était là. Peut-être le savait-elle trop bien. Gabriel entra lentement dans l'appartement, refermant doucement la porte derrière lui. Il jeta un regard à la pièce, observant les murs défraîchis, les jouets éparpillés sur le sol, la vaisselle empilée dans l'évier. Il n'avait jamais mis les pieds ici auparavant. Ce monde-là, si éloigné du sien, le heurtait. Non par dégoût, mais par un malaise plus profond, plus intime. Il s'approcha de la petite, qui tourna la tête lentement vers lui, ses yeux agrandis par la fièvre. Elle ne le reconnut pas, ou peut-être ne le vit-elle même pas clairement. Sa voix fut à peine un souffle. « Maman !» Élodie accourut, alors se précipitant pour s'agenouiller à côté du canapé. Elle prit la main de l'enfant, la caressa doucement, puis releva les yeux vers Gabriel, enfin capable de parler. Elle s'appelle Clara. Elle a 6 ans. Elle a de la fièvre. Depuis hier, et je n'ai pas pu aller à la pharmacie ce matin. Je n'avais pas de quoi payer. Elle parlait bas, comme si chaque mot lui coûtait. Mais sa voix n'avait rien de plaintif. Elle ne suppliait pas, ne se justifiait pas. Elle exposait les faits, froidement, avec une dignité fragile, mais tangible. Gabriel resta debout, à 1 mètre d'elle, ne sachant où poser ses mains, ni même ses pensées. Il venait pour la licencier. Il avait prévu chaque phrase, chaque justification, mais cette image d'une mère au bord de l'épuisement, d'une enfant malade et livrée à elle-même dans un appartement glacial, ébranlait ses certitudes. « Pourquoi ne m'avoir rien dit ?» demanda-t-il enfin, la voix plus dure qu'il ne l'aurait voulu. Élodie se redressa lentement, s'essuyant les mains sur son pantalon, comme si cela allait effacer la honte de sa situation. « Parce que je savais que vous ne mélangez pas le travail et le personnel, parce que je ne voulais pas perdre mon emploi, parce que je pensais pouvoir gérer seul. J'ai essayé de trouver un arrangement avec l'autre employeur, mais ils m'ont licencié quand j'ai demandé un horaire réduit. Je ne voulais pas que ça déborde ici aussi. Vous me payez correctement. J'ai échoué à organiser ma vie. » Gabriel la regardait, interdit. Il ne reconnaissait pas la femme discrète et toujours polie qui venait chaque mercredi nettoyer ses vitres, ses sols, sa vaisselle. Il voyait une autre femme, une mère guerrière dont les mains tremblaient non de peur mais d'épuisement. Une femme qui avait tenu debout plus longtemps que la plupart ne l'auraient pu. Il détourna le regard, mal à l'aise, puis se pencha légèrement vers Clara. Il posa le dos de sa main sur son front. Elle était brûlante. Cela le surprit de constater qu'il n'avait pas touché un enfant depuis des années, peut-être depuis sa propre jeunesse. Cette chaleur lui rappela quelque chose de lointain et flou, une sensation oubliée, enfouie. « Elle a vu un médecin ?» demanda-t-il toujours en regardant l'enfant. « Oui, il y a 3 jours. Bronchite sévère avec suspicion d'asthme. Il a dit qu'elle devait rester au repos, bien hydratée, et surtout prendre un traitement complet. J'ai pu acheter les 2 premiers jours de médicaments. Après, je n'ai pas pu continuer. Et je ne voulais pas choisir entre payer le loyer ou acheter des antibiotiques. Le mot « choisir » résonna en lui. Il comprenait ce qu'elle voulait dire, mais n'avait jamais connu ce genre de choix. Pour lui, l'argent avait toujours été un outil, un levier. Il n'avait jamais représenté un dilemme vital. L'idée qu'une femme doive choisir entre le toit de son enfant et les soins nécessaires à sa survie lui parut soudainement intolérable, presque absurde. Il recula d'un pas, comme pour reprendre ses esprits, puis regarda à nouveau Élodie. « Je n'étais pas censé venir pour ça. Je venais pour… » Il s'interrompit. Elle le fixait sans broncher. Elle savait. Il n'était pas nécessaire qu'il termine. Elle se leva, droite, et murmura. « Si vous voulez me renvoyer, je comprendrai. Je vous demande juste de me laisser jusqu'à la fin de la semaine. Je trouverai un autre endroit. Je ne demande pas de faveur. » Gabriel resta silencieux. Quelque chose en lui, une tension familière, s'était brisée. Il se contenta de hocher la tête lentement, puis regarda Clara une dernière fois. Elle s'était assoupie, les lèvres sèches, la respiration sifflante. Il quitta l'appartement, sans dire un mot de plus. Dehors, l'air froid de Lyon fouetta son visage. Il inspira profondément, traversa la rue sans même remarquer la circulation. Son chauffeur attendait au coin, mais il décida de marcher. Longtemps.
Les images défilaient dans son esprit. Il ne s'attendait pas à ça. Il avait prévu une action nette, rapide, sans conséquence. Il se retrouvait maintenant hanté par une chambre sombre, une enfant malade, et le regard d'une femme qui refusait la pitié, mais ne pouvait cacher la fatigue d'une guerre quotidienne. En rentrant chez lui, dans sa vaste demeure baignée de lumière artificielle, il croisa son reflet dans le miroir du hall. Il ne reconnut pas l'homme qui le regardait. Le matin suivant, Gabriel se leva tôt, bien avant que la lumière ne perce à travers les stores automatiques de son appartement. La nuit avait été agitée, peuplée d'images floues et de pensées désordonnées. Il s'était retourné plusieurs fois, réveillé par des sensations qu'il n'arrivait pas à nommer. Une toux d'enfant, le regard épuisé d'une femme, l'humidité d'un canapé. Rien de tout cela ne lui appartenait, et pourtant tout s'était infiltré en lui comme un poison lent. Assis dans sa cuisine silencieuse, un café noir entre les mains, il fixait les carreaux de marbre. Une pensée tournait en boucle. Pourquoi Élodie n'avait-elle rien dit? Elle le connaissait. Elle savait à quel point il valorisait la loyauté, l'honnêteté, mais elle s'était tue, volontairement, par crainte, par orgueil. Gabriel, pourtant habitué à lire entre les lignes des contrats les plus complexes, n'arrivait pas à décoder ce silence-là. Au bureau, il fut distrait. Les réunions s'enchaînèrent sans qu'il y participe réellement. Il signa des documents, approuva des budgets, mais son esprit était ailleurs. L'image de Clara endormie sur ce canapé élimé revenait comme un battement sourd. Il finit par annuler son déjeuner d'affaires, prétextant une urgence personnelle, chose qu'il ne faisait jamais. Il prit sa voiture lui-même, chose encore plus rare, et roula jusqu'au quartier de la Croix-Rousse. Il n'avait pas prévenu. Il ne savait pas ce qu'il allait dire, ni ce qu'il attendait. Il voulait comprendre, simplement. Élodie ouvrit la porte après de longues secondes. Elle portait un pull différent, mais tout aussi usé. Ses yeux étaient cernés, mais elle semblait moins paniquée que la veille. Elle ne sembla pas surprise de le voir, comme si elle avait su qu'il reviendrait. « Monsieur Morel, vous voulez entrer ?» Il hésita, puis hocha la tête. L'intérieur était rangé malgré la modestie des lieux. Clara n'était pas dans le salon. Comme s'il avait lu dans ses pensées, Élodie expliqua. « Elle dort. Je lui ai donné une infusion, ça l'a calmée un peu. Elle a moins de fièvre. » Elle l'invita à s'asseoir, mais il resta debout, le regard errant sur les objets, simples qui composaient cet univers. Un vase fissuré, un dessin d'enfant sur le frigo, une pile de linge à plier. Ce n'était pas la misère. C'était la précarité maîtrisée, la dignité dans le manque. « Je veux comprendre, dit-il enfin. Vous auriez pu m'en parler. Je vous ai toujours traité avec respect. » Elle se figea, puis croisa les bras sur sa poitrine comme pour se protéger. « Justement, vous m'avez toujours traité comme une professionnelle, et je voulais rester ça pour vous, une personne fiable. Je n'ai jamais voulu que vous me voyiez comme un problème, une charge ou une victime. » Sa voix était calme, mais chaque mot portait une tension sourde. Gabriel, malgré lui, sentit un frisson d'admiration. Elle n'avait pas cédé, elle n'avait pas demandé, elle avait choisi le silence comme rempart. Mais ce silence, il vous a mis en danger, et votre fille. Oui, et je l'assume. Je savais que je perdrais mon autre emploi. Je savais que les médicaments coûteraient cher. J'ai vendu ce que je pouvais, j'ai arrêté d'acheter des choses pour moi, j'ai compté les centimes, et je me suis dit que si je tenais jusqu'au mois prochain, tout rentrerait dans l'ordre. Et si ça n'était pas rentré dans l'ordre? Elle haussa les épaules, un geste triste et fataliste. J'aurais trouvé un autre moyen, j'ai l'habitude. Gabriel se tourna vers la fenêtre. Il ne savait pas quoi répondre. Toute sa vie, il avait cultivé la prévoyance, la gestion, du risque, le contrôle absolu. Ce qu'il entendait là lui semblait à la fois incompréhensible et profondément humain. Une forme de courage qu'il n'avait jamais expérimenté. « Je ne suis pas venu pour vous attendrir, » ajouta-t-elle, « ni pour vous faire culpabiliser. Si vous voulez mettre fin au contrat, je l'accepterai, mais je tenais à vous dire la vérité, parce que malgré tout, je vous respecte. » Il se retourna vers elle, la regarda dans les yeux. Elle soutint son regard sans fléchir. Ce n'était pas une supplique, c'était une affirmation. Il n'y avait dans ces mots ni plainte, ni manipulation. Juste une exposition honnête des faits de sa réalité. Vous avez perdu votre deuxième emploi? Oui, c'était dans un restaurant, service du soir. Quand Clara est tombée malade, je n'ai plus pu y aller. Ils m'ont remplacé en 2 jours. C'est comme ça.
Il acquiesça, pensif. Il avait la sensation étrange de découvrir un monde entier à travers cette femme, un monde de calculs nocturnes, de sacrifices invisibles, de luttes sans applaudissements. Il prit une inspiration lente. « Je ne vais pas vous renvoyer. » Elle ouvrit grand les yeux, surprise pour la première fois. « Je ne le fais pas par pitié, ni par charité. Vous avez été honnête, et vous avez tenu debout malgré tout. C'est rare. Vous continuerez à travailler chez moi. Mais je veux que vous sachiez que si un jour vous avez besoin d'aide, vous pouvez me parler. Il y a des choses plus importantes que les règles. » Il se leva alors sans attendre de réponse. Elle le raccompagna jusqu'à la porte. Avant de sortir, il se tourna une dernière fois vers elle. « Reposez-vous un peu et prenez soin de Clara. » Elle hocha la tête, les yeux brillants d'émotion, qu'elle s'efforçait de contenir. Lorsqu'il referma la porte derrière lui, elle resta immobile, la main posée sur le bois, comme si elle avait besoin de sentir que la scène venait réellement de se produire. Dehors, Gabriel marcha longuement. Il ne comprenait pas encore ce qui l'avait poussé à revenir, ni pourquoi il avait agi ainsi. Mais une chose était sûre, quelque chose en lui avait changé. Peut-être pas de façon spectaculaire, mais profondément, intimement, comme une pièce invisible qui aurait tourné dans le bon sens après des années coincées. Le retour de Gabriel à sa résidence, après cette entrevue inattendue avec Élodie, fut marqué par un étrange silence. Rien n'avait changé dans les lieux, les murs immaculés, les meubles de designer parfaitement alignés, l'éclairage modulé à la perfection. Pourtant, tout semblait désormais artificiel, comme une mise en scène à laquelle il n'appartenait plus vraiment. L'opulence qui l'entourait résonnait avec un vide auquel il n'avait jamais vraiment prêté attention. Il s'était construit sur la base de la performance, du rendement, de l'ordre absolu, et jamais il n'avait laissé les émotions pénétrer ses décisions. Mais cette rencontre avait fissuré quelque chose dans ses fondations. Installé dans son bureau, il observa les lignes droites du mobilier, le tableau abstrait accroché au mur, les documents posés bien à plat sur son bureau en noyer. Il les ignora. À la place, il ouvrit un tiroir et en sortit une photo ancienne, cachée sous une pile de dossiers. Une image en noir et blanc de sa mère tenant un petit garçon dans ses bras sur un banc de jardin. La photo était cornée, le visage de la femme un peu flou, mais son sourire, lui, restait net. Ce sourire qu'il n'avait vu que quelques fois avant qu'elle disparaisse de sa vie trop tôt. Gabriel reposa l'image avec soin, se leva et se dirigea vers la baie vitrée. Il regarda la ville s'étendre sous lui, Lyon sous un ciel gris et bas, et ressentit un tiraillement qu'il ne connaissait pas, un mélange d'empathie, de doute et d'un sentiment d'impuissance qu'il ne s'autorisait jamais. Pendant les jours qui suivirent, Gabriel tenta de reprendre le cours habituel de ses activités. Il assistait aux réunions, donnait ses instructions, contrôlait les chiffres, mais quelque chose en lui résistait à cette mécanique bien huilée. Il ne parvenait pas à oublier Clara, ses joues brûlantes, sa toux sifflante, ses larmes silencieuses. Il repensait à Élodie, à sa détermination tranquille, à cette dignité qui l'avait frappé plus violemment que n'importe quelle supplique. Ses pensées surgissaient à tout moment. Au milieu d'une présentation commerciale, en feuilletant un contrat, ou même dans les moments de calme, où il aurait jadis savouré un verre de vin seul, en paix. Ses collègues remarquèrent vite qu'il n'était plus aussi tranchant. Un ou deux d'entre eux évoquèrent à demi-mot une possible fatigue ou même un désintérêt passager. Mais personne n'osa aller plus loin. Gabriel n'était pas un homme qu'on interrogeait sur ses états d'âme, lui-même ne comprenait pas pleinement ce qui se passait. Il n'avait pas décidé d'agir autrement, mais chaque fibre de son être résistait à l'idée de tourner la page. La petite Clara apparaissait dans son esprit comme une présence insistante, un rappel qu'il ne pouvait pas ignorer. Il songea un instant à envoyer de l'argent de manière anonyme, à régler discrètement le problème, sans s'impliquer davantage. Ce serait conforme à sa manière de faire, efficace, propre, sans complications émotionnelles. Mais il rejeta l'idée presque immédiatement. Ce n'était pas de l'argent qu'Élodie attendait. Elle n'attendait rien. Et c'était précisément cela qui le bouleversait. Elle ne demandait pas, elle luttait. Elle ne quémandait pas, elle agissait. Et cette force silencieuse l'obligeait à se confronter à une dimension de l'existence qu'il avait évitée toute sa vie, la vulnérabilité. Un soir, alors qu'il rentrait chez lui après une longue journée de travail, Gabriel prit une décision impulsive. Il passa devant un fleuriste encore ouvert,
s'arrêta brusquement, entra et acheta un petit bouquet de lys blanc. Il n'avait pas de raison particulière ni d'intention définie. C'était un geste étrange, presque absurde venant de lui. Mais en serrant les fleurs dans sa main, il se sentit soudainement plus ancré, comme si ce geste illogique lui permettait de reprendre contact avec quelque chose d'humain, de sincère. Il n'alla pas chez Élodie ce soir-là. Il rentra simplement, chez lui posa les fleurs dans un vase et s'assit à côté, les observant longuement. Il se demanda si Clara aimait les fleurs. Il se demanda si Élodie avait déjà reçu un bouquet dans sa vie. Puis il ferma les yeux, accablé par un flot de pensées qui n'avaient pas leur place dans son esprit habituel. La nuit fut longue, une fois de plus. Le lendemain, il demanda à son assistante de vérifier la situation médicale des enfants à charge dans les foyers locataires de ses biens immobiliers. Elle le regarda, étonnée. Il esquiva ses questions, évoquant un nouveau projet de charte de responsabilité sociale pour détourner l'attention. En vérité, il ne savait pas encore où cela mènerait. Il savait seulement qu'il ne pouvait plus agir comme si rien ne s'était passé. En consultant les résultats, il constata avec une gêne croissante le nombre de familles qui vivaient à la limite de la précarité dans les logements qu'il possédait. Il lut les rapports, relut certains témoignages déjà archivés et comprit que ce que vivait Élodie n'était pas une exception. C'était un reflet brutal d'une réalité qu'il n'avait jamais voulu voir, et ce miroir qu'elle lui avait involontairement tendu ne pouvait plus être ignoré. Un conflit naissait en lui, entre sa nature rigide de gestionnaire et une conscience nouvelle, encore maladroite, mais bien réelle. Il était partagé entre deux instincts, celui de protéger son système, sa structure, et celui de tendre la main à ceux qui, comme Élodie, faisaient tout pour tenir debout sans jamais réclamer. Il n'en parla à personne. Ce genre de conflit ne se partageait pas, mais il savait qu'il devait choisir, non pas entre deux versions de lui-même, mais entre deux façons de regarder le monde, avec distance ou avec engagement. Et plus les jours passaient, plus l'image de Clara endormie sur ce canapé glacé lui soufflait la réponse. 2 jours s'étaient écoulés depuis que Gabriel avait quitté l'appartement d'Élodie sans un mot de plus, emportant avec lui des images qu'il ne parvenait pas à chasser. La ville poursuivait son rythme ordonné. Les trams passaient à l'heure. Les bureaux se remplissaient dès 8 heures du matin. Les employés de ces immeubles remplissaient leurs obligations, et pourtant lui, l'homme de la régularité absolue, ne retrouvait pas sa cadence intérieure. Il avait annulé un dîner avec un investisseur londonien sans même offrir de vraies justifications, et cela ne lui ressemblait pas. Il passait plus de temps à fixer le vide qu'à étudier ses dossiers. Lorsqu'il essayait de se concentrer sur les chiffres, les visages de Clara et d'Élodie apparaissaient comme un filigrane obstiné sous chaque colonne de bilan. Ce matin-là, alors qu'il s'apprêtait à descendre dans le hall de sa résidence, pour retrouver son chauffeur, la concierge l'interpella depuis l'entrée, un petit paquet à la main. Elle portait un manteau élimé et une expression mêlée d'excuses et d'amusement. « Monsieur Morel, il y a une dame qui est venue, tout à l'heure. Elle a insisté pour vous laisser cela en main propre, mais comme vous étiez absent, elle m'a demandé de vous le remettre dès votre retour. » Gabriel prit l'enveloppe brune avec une certaine surprise. Il n'attendait rien, et encore moins de cette manière. Il reconnut l'écriture d'Élodie sur le devant, simple, droite, sans fioriture. Il remercia la concierge brièvement et remonta dans son appartement, ignorant son programme de la matinée. Installé dans son salon, il ouvrit l'enveloppe avec précaution. À l'intérieur, il trouva plusieurs billets soigneusement rangés, quelques centaines d'euros à peine, ainsi qu'un petit papier plié en 2. Il le déplia lentement. L'écriture d'Élodie y était encore plus précise, comme si elle avait voulu que chaque mot soit lu sans ambiguïté. « Monsieur Morel, je ne veux pas de votre charité. Ce que je vous dois, je vous le rembourserai. Ce n'est pas l'intégralité du loyer, mais c'est ce que j'ai pu rassembler. En travaillant chez une voisine ces 2 derniers jours, je vous remercie de ne pas m'avoir renvoyé, mais je tiens à préserver ma dignité. Je préfère vous remettre cela maintenant, avant que vous ne changiez d'avis. Clara dort mieux. Merci de ne rien dire à l'enfant, elle croit encore. Que tout est normal, Élodie. » Gabriel relut le mot plusieurs fois. Le ton n'était ni sec ni amer. Il était d'une dignité rare, celle qui ne quémande pas, qui n'implore pas, mais qui affirme. Le message, en quelques lignes, révélait plus sur cette femme que tous les échanges qu'ils avaient eus depuis 2 ans. Il sentit une chaleur étrange au creux de l'estomac.
Ce n'était pas de la pitié, ni même de la compassion. C'était de l'admiration. Il se leva, déposa l'enveloppe sur son bureau et passa la journée à y revenir mentalement, sans cesse. Les chiffres habituels perdèrent de leur sens. Les bénéfices projetés, les rendements locatifs, les marges de négociation lui semblaient tout à coup vides, déconnectées de toute réalité tangible. Ce petit geste d'Élodie, ce refus de dépendre, ce choix d'agir malgré l'épuisement, le poussait à voir le monde autrement. Elle n'avait pas besoin de lui. Elle avait besoin de justice, de reconnaissance, de ne pas être invisible. Le soir venu, Gabriel prit sa voiture sans prévenir personne. Il roula jusqu'à un supermarché en périphérie, y acheta quelques sacs de provisions, des produits de base, du lait, du riz, du savon, des couches. Il ne savait même pas pourquoi il choisissait tout cela, guidé seulement par l'instinct. Il glissa aussi 2 jouets simples, une boîte de crayons de couleur et un livre d'histoires illustrées. Puis il se rendit une nouvelle fois dans l'immeuble d'Élodie. Il monta les marches lentement, s'arrêtant devant la porte numéro 7 avec une hésitation inhabituelle. Il frappa 3 fois. Cette fois, ce fut Clara qui ouvrit emmitouflée dans un pyjama trop grand. Ses yeux étaient encore un peu cernés, mais elle souriait timidement. « Maman, c'est le monsieur des vitres. » Gabriel, surpris, répondit avec douceur. « Bonjour, Clara. Est-ce que ta maman est là ?» La petite disparut en courant dans le couloir. Élodie apparut presque aussitôt, visiblement déconcertée. Elle porta immédiatement la main à son visage, comme si elle cherchait à cacher sa fatigue. « Monsieur Morel, je ne m'attendais pas. Je ne suis pas venu. Pour reprendre l'enveloppe, la coupa-t-il calmement. Je l'ai reçue. Et je comprends. » Il lui tendit les sacs. Elle les regarda d'abord sans comprendre, puis les prit lentement, le regard troublé. « Ce n'est pas de la charité. Considérez cela comme une avance sur salaire. Vous êtes toujours employé chez moi, non ?» Elle baissa les yeux, mais un sourire discret apparut sur ses lèvres, un sourire mêlé de fatigue, de soulagement et de gratitude contenue. « Merci. » Il resta quelques secondes sur le seuil, puis recula d'un pas. « Je ne vais pas m'imposer. Reposez-vous bien. Et dites à Clara que je reviendrai un jour lui lire une histoire, si elle veut. » Élodie hocha la tête. Il partit sans se retourner. Ce soir-là, dans son lit froid, Gabriel sentit pour la première fois depuis longtemps une forme de paix. Il n'avait pas tout réglé. Il n'avait pas bouleversé le monde. Mais il avait choisi de répondre à l'appel discret d'une réalité qu'il avait ignorée trop longtemps. Et au fond de lui, quelque chose lui disait que ce n'était que le début. Gabriel Morel n'était pas un homme qui agissait sans raison. Chaque décision dans sa vie avait été calculée, chaque investissement étudié, chaque interaction pensée comme une partie d'échec dont il maîtrisait les règles. Pourtant, cette fois, il se retrouva à conduire sans but clair en direction d'un lieu où il n'avait jamais mis les pieds auparavant, un hôpital public de Lyon. Il avait appris par un contact discret que Clara avait été conduite là pour de nouveaux examens. Élodie, en silence, continuait à affronter seule ce que d'autres auraient fui depuis longtemps. Et Gabriel, bien qu'il n'ait encore admis cela à personne, ne supportait plus de rester spectateur de cette lutte. En entrant dans le hall du centre hospitalier, il fut saisi par l'odeur désinfectée des couloirs, par les cris étouffés, par les regards pressés des infirmiers. Ce monde ne lui appartenait pas, et il le savait. Il était habitué aux cliniques privées, aux services sur rendez-vous, aux consultations silencieuses dans des lieux impersonnels. Ici, tout respirait l'urgence, l'excès de charge, la fatigue accumulée. Il demanda à l'accueil si une certaine Clara Laurent avait été admise. Après quelques hésitations, la réceptionniste lui indiqua le service pédiatrique, étage 2, chambre 27. Lorsqu'il frappa doucement à la porte, ce fut Élodie qui ouvrit, les yeux marqués par la veille et l'anxiété. Elle le regarda muette, sans comprendre. Il la salua d'un simple hochement de tête. « Je voulais juste voir comment elle allait, dit-il. » Elle le laissa entrer sans un mot. Dans la chambre, Clara était allongée dans un petit lit à barreaux, branché à une perfusion, un masque à oxygène posé sur le nez. Ses joues étaient plus pâles que d'habitude, et ses yeux clos tremblaient sous les paupières, comme si elle rêvait en silence. Gabriel s'approcha doucement, sans bruit. Il ne dit rien, il ne savait pas quoi dire. Les mots manquaient, ou peut-être n'étaient-ils simplement pas nécessaires. Élodie prit la parole, la voix basse. « Ils veulent faire des examens supplémentaires. Elle a des complications. Ils craignent que ce ne soit pas seulement une bronchite chronique.
Il y a un risque d'asthme sévère, peut-être plus que ça. Elle se tenait droite, les mains croisées devant elle, comme si elle se forçait à ne pas fléchir. Je suis désolé que vous voyiez tout ça. Ce n'est pas ce que je voulais. Ce n'est pas votre problème. Gabriel secoua la tête doucement. Je ne suis pas là pour juger, ni pour me mêler de ce qui ne me regarde pas. Je suis là parce que je ne pouvais pas ne rien faire. Il sortit une enveloppe de sa veste et la posa sur la table de chevet à côté du lit. C'est pour les soins. Appelez ça comme vous voulez. Une avance de salaire, un prêt, un geste. Mais ce n'est pas une aumône. Je veux seulement que Clara ait ce dont elle a besoin. Élodie resta un moment sans bouger. Puis elle s'assit sur le bord du lit, en silence. Ses épaules se détendirent légèrement. Elle ne pleura pas, ne remercia pas immédiatement. Elle ne semblait même pas choquée. Elle paraissait simplement fatiguée d'avoir à se battre contre tout. « Merci », murmura-t-elle enfin, « pas pour l'argent, pour être venue. » Gabriel resta encore quelques minutes. Il ne dit presque rien. Il observa Clara, puis se tourna vers Élodie. « Est-ce qu'elle aime les histoires ?» demanda-t-il soudainement. Élodie esquissa un sourire las. Elle en raffole. Elle adore inventer des fins différentes à chaque fois, même pour les contes classiques. Elle ne supporte pas que tout se termine toujours pareil. Gabriel hocha la tête. « Alors j'apporterai un livre la prochaine fois, un de ceux qui n'ont pas de fin, et elle pourra en inventer autant qu'elle veut. » Ils échangèrent un regard. Rien n'était dit clairement, mais un lien venait de naître. Pas celui d'une dette ni d'une obligation. Un lien plus subtil, presque invisible, mais solide. Gabriel quitta l'hôpital ce jour-là sans ressentir le besoin d'analyse ou d'évaluation. Pour la première fois depuis longtemps, il avait agi sans prévoir, sans anticiper les conséquences. Et étrangement, cela ne lui faisait pas peur. Au contraire, une sensation nouvelle s'installait en lui, celle d'avoir fait ce qui devait être fait sans qu'aucun tableau Excel ne puisse le justifier. Le lendemain, il retourna à ses bureaux. Il reçut les mêmes appels, signa les mêmes contrats. Mais quelque chose avait changé dans sa posture, dans sa manière de regarder les gens. Il posa davantage de questions, écouta plus attentivement les réponses. Lorsqu'une de ses assistantes lui annonça que le contrat de location d'un autre locataire à revenu modeste avait été résilié pour défaut de paiement, il demanda qu'on le lui apporte. Il le lut en silence, fit quelques annotations, puis demanda à le revoir plus tard après avoir eu tous les éléments en main. Ce n'était pas une révolution, c'était un début. De son côté, Élodie constata, jour après jour, l'amélioration de Clara. Le traitement fonctionnait. Les médecins étaient rassurés mais restaient vigilants, et elle, pour la première fois depuis des mois, sentit qu'elle n'était plus seule dans cette bataille. Elle ne savait pas exactement ce que Gabriel attendait, ni s'il attendait quelque chose. Elle savait seulement qu'il revenait, qu'il s'intéressait, qu'il n'était plus ce patron distant et inaccessible qu'elle avait connu. Et cela, dans sa vie de silence et de résistance, changeait tout. Le retour de Clara à la maison fut accompagné d'un calme fragile, presque suspendu, comme si chaque geste devait être pesé, chaque mot choisi avec soin pour ne pas perturber l'équilibre délicat retrouvé. Élodie réorganisa toute sa routine pour veiller sur sa fille, adaptant ses horaires de travail, ses repas, ses silences. Mais ce qu'elle n'avait pas anticipé, c'était la fréquence croissante avec laquelle Gabriel apparaissait dans leur quotidien. Il ne venait jamais de manière intrusive. Parfois, il apportait quelques courses, d'autres fois un livre ou encore un thermos de tisane aux herbes. Il ne s'imposait pas. Il entrait, restait un moment, parlait peu, mais sa présence devenait familière. Clara l'adorait. Elle l'attendait comme on attend un conteur dans un vieux village. Lorsqu'elle l'entendait frapper, elle accourait tirant sur sa manche pour qu'il lui lise une nouvelle page ou pour lui montrer un dessin. Gabriel, autrefois si peu à l'aise avec les enfants, se laissait porter par cette spontanéité. Il découvrit en lui une patience qu'il croyait inexistante. Il écoutait Clara inventer des mondes, raconter des rêves, poser 1000 questions auxquelles il répondait avec un sérieux presque comique. Un jour, elle lui demanda s'il avait un château. Il sourit et répondit qu'il avait une grande maison mais qu'elle était vide. Elle lui dit alors qu'un château sans enfants était un château triste. Ce genre de phrase restait en lui plus longtemps qu'il n'aurait voulu l'admettre. Élodie observait ces échanges avec un mélange d'inquiétude et de gratitude. Elle avait appris à ne pas compter sur les autres, à ne rien espérer qui ne soit le fruit de ses propres efforts.
Et pourtant, elle voyait Clara s'ouvrir, sourire à nouveau, rire même. Elle voyait Gabriel changer, s'assouplir, s'humaniser. Et elle aussi, malgré ses résistances, commençait à se surprendre à attendre ses visites. Elle préparait parfois du thé, rangeait un peu plus que nécessaire, ajoutait une touche de parfum à son cou avant d'ouvrir la porte. Des détails, qu'infimes, mais qu'elle n'aurait jamais envisagés quelques semaines plus tôt. Gabriel, de son côté, ne cherchait pas à définir ce lien naissant. Il ne le comprenait pas encore. Il savait seulement qu'il se sentait bien dans ce petit appartement, assis sur un canapé usé, entouré de dessins et d'odeurs simples. Cela n'avait rien à voir avec le confort auquel il était habitué. C'était autre chose, plus brut, plus réel. Il partageait avec Élodie des moments du quotidien qu'il n'avait jamais connus. Faire les courses ensemble, cuisiner des plats simples, attendre que Clara s'endorme avant de reprendre une conversation interrompue par ses rires. Il découvrait que le silence à deux pouvait être aussi riche que les paroles. Un soir, après avoir aidé Élodie à préparer une soupe, il resta assis à la table de la cuisine pendant qu'elle pliait du linge. Ils ne parlaient pas beaucoup, mais une complicité nouvelle flottait dans l'air. Gabriel observa ses gestes, précis, calmes, et ressentit une admiration muette. Ce n'était pas une beauté éclatante qui l'attirait, mais cette force tranquille, cette façon de porter le monde sans jamais se plaindre. Il comprit alors que ce qu'il ressentait n'était plus de la simple compassion. Quelque chose en lui s'était déplacé. Il n'était plus seulement le patron ni même le bienfaiteur. Il était devenu un témoin intime de cette vie fragile mais digne, et cela l'ébranlait. Il se surprenait à penser à Élodie en dehors de ses visites, à se demander si elle avait mangé, si elle dormait suffisamment. Il s'inquiétait quand elle ne répondait pas immédiatement à ses messages. Il lui envoyait parfois une photo d'un objet qui lui faisait penser à Clara, ou une blague discrète qu'il n'aurait jamais osé faire auparavant. Elle, de son côté, répondait avec parcimonie, mais toujours avec chaleur. Elle ne cherchait pas à séduire ni à encourager quoi que ce soit. Elle restait prudente, mais dans ses silences, dans ses regards, quelque chose bougeait aussi. Clara, quant à elle, continuait à tisser des ponts. Elle parlait de Gabriel comme d'un ami imaginaire devenu réel. Elle dessinait souvent 3 personnages, une femme, une petite fille, et un homme aux cheveux gris, avec un cœur entre que. Gabriel trouvait ses dessins accrochés au frigo ou posés sur la table, et il le touchait plus qu'il n'osait l'admettre. Il les emportait parfois discrètement, les glissant dans une chemise qu'il gardait dans son bureau, loin des regards. À mesure que les semaines passaient, une forme de routine s'installa. Gabriel passait les voir 2 ou 3 fois par semaine. Il les emmenait parfois au parc, ou les accompagnait à un rendez-vous médical. Il resta un jour entier à la maison lorsque Clara fit une rechute légère. Élodie, d'abord réticente, finit par accepter sa présence comme un soutien, non comme une intrusion. Elle comprenait qu'il ne cherchait ni à s'imposer ni à diriger. Il se contentait d'être là, de faire ce qu'il pouvait, comme il pouvait. Pour la première fois depuis longtemps, Gabriel n'avait pas besoin de plan ni de résultat. Il vivait ses moments sans stratégie, et cela lui apportait une paix inattendue. Il se rendit compte qu'il riait plus souvent, qu'il dormait mieux. Il recommença même à lire, chose qu'il n'avait plus faite depuis des années. Il redécouvrait le goût des choses simples, le pain frais, la lumière d'un après-midi d'hiver, le silence partagé autour d'une tasse de café. Et dans ce quotidien modeste, dans cette maison qui n'était pas la sienne, il se sentait de plus en plus chez lui. Tout changea brusquement, sans annonce ni explication. Un matin, Élodie se leva comme d'habitude, réveilla Clara doucement, lui prépara son petit déjeuner préféré, tartine avec un peu de confiture, et vérifia sa température. Elle attendit le message de Gabriel comme chaque mercredi, celui où il demandait s'il pouvait passer en fin d'après-midi. Mais rien ne vint, pas ce jour-là, ni le lendemain, pas même un mot, un signe. Le silence, froid et soudain, s'était installé sans qu'elle puisse en comprendre la raison. Au début, elle pensa qu'il était simplement occupé. Elle savait à quel point ses journées étaient remplies, combien son univers professionnel était exigeant. Elle lui laissa l'espace. Elle ne voulait pas être celle qui dérange. Elle respectait sa liberté, même si chaque heure d'absence pesait un peu plus lourd. Mais les jours passèrent, les semaines s'étirèrent, et l'absence devint réalité. Un vide, une coupure. Clara, elle aussi, remarqua. Elle demandait «
À sa mère pourquoi Gabriel ne venait plus lire les histoires. Elle posait des questions innocentes au début, puis de plus en plus insistantes. Est-ce qu'il est malade? Est-ce qu'il est fâché? Élodie tentait de rassurer, sans mentir vraiment. Elle disait qu'il avait sûrement beaucoup de travail, qu'il reviendrait bientôt, qu'il n'avait pas oublié. Mais chaque réponse semblait moins convaincante que la précédente. Clara devenait plus silencieuse. Elle traînait autour de la porte les après-midi, en espérant entendre frapper. Elle mettait ses dessins en évidence sur la table comme une invitation muette. Élodie ne comprenait pas. Aucun mot, aucun geste de Gabriel ne laissait présager cette rupture. Il avait été là presque chaque jour avec une attention sincère, une implication qu'elle n'aurait jamais imaginée venant d'un homme comme lui. Elle ne l'avait pas cherché. Elle n'avait rien demandé. Et pourtant, elle avait fini par s'attacher. Elle s'était laissée toucher. Elle avait baissé sa garde. Et maintenant, ce silence réveillait toutes ses vieilles peurs, tous ses réflexes de survie. Elle se força à se recentrer sur l'essentiel. Clara, elle travailla plus. Elle accepta des heures de ménage supplémentaires chez une voisine âgée. Elle ferma toutes les émotions dans un coin d'elle-même, là où elle avait l'habitude, de les cacher. C'était plus sûr ainsi. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que Gabriel vivait lui aussi une forme de chaos. Après les premières semaines d'une implication presque instinctive, il s'était heurté au regard de son entourage, à la froideur de ses collègues, au murmure de certains médias qui scrutaient ses moindres mouvements. Une photo volée, publiée dans un petit journal local, montrait Gabriel à la sortie de l'appartement d'Élodie, tenant la main de Clara. Le titre, sans équivoque, parlait de double vie et d'un millionnaire au cœur tendre. Le scandale n'était pas immense, mais suffisant pour ébranler son image publique. Des investisseurs posèrent des questions. Un de ses associés le convoqua pour parler de priorité. Sa sœur, unique membre de sa famille encore proche, l'appela pour s'inquiéter de ce changement soudain dans sa conduite. Tous semblaient croire qu'il perdait le contrôle, qu'il se laissait emporter par une histoire qui ne lui appartenait pas, que cette relation, encore floue et pourtant bien réelle, le détournait de ce qu'il était censé être. Gabriel, acculé, réagit comme il l'avait toujours fait. Il se replia. Il coupa les ponts, non par lâcheté mais par défense. Il se persuada qu'il fallait protéger cette femme et cet enfant de son monde, qu'elle n'avait pas à être exposée aux conséquences de ses choix. Il crut qu'en s'éloignant, il les préservait. Il crut comme autrefois que l'oubli était une forme de solution. Il se jeta à nouveau dans le travail. Il redevint le Gabriel froid, méthodique, distant. Il signa des contrats, répondit aux appels, remplit ses obligations. Mais rien n'avait la même saveur. Tout sonnait creux. Il pensait à Clara chaque soir. Il se demandait si elle avait encore de la fièvre, si elle lisait toujours, si elle continuait à dessiner. Il pensait à Élodie, à sa silhouette dans l'encadrement de la porte, à ses gestes précis, à cette force muette qu'elle dégageait. Il se demanda s'il avait trahi cette confiance. Il se reprochait de ne pas avoir eu le courage de leur dire la vérité. Mais chaque jour de silence ajoutait un poids supplémentaire à son éloignement, et il ne savait plus comment revenir. Élodie, quant à elle, se réhabitua lentement à l'absence. Elle redevint celle qu'elle avait toujours été, forte, indépendante, seule. Elle rangea les livres dans une boîte. Elle décrocha les dessins du frigo. Elle évita les questions de Clara en inventant de nouvelles histoires, cette fois sans Gabriel. Elle n'attendait plus. Mais au fond d'elle, elle savait qu'elle ne pourrait plus vivre exactement comme avant. Quelque chose avait changé. Un lien s'était créé. Et même si l'homme était parti, la trace de sa présence restait là, dans chaque silence, dans chaque regard de sa fille. Et pendant ce temps, dans un bureau au sommet d'un immeuble brillant, un homme regardait par la fenêtre un ciel gris se poser sur Lyon. Il tenait dans sa main un dessin d'enfant, un cœur rouge entre trois personnages. Et pour la première fois depuis longtemps, il se sentit véritablement seul. La pluie tombait sur Lyon avec une régularité presque mélancolique. Les gouttes frappaient les vitres du bureau de Gabriel Morel, comme si elles cherchaient à l'extirper de ses pensées. Il était là, immobile, derrière son bureau de verre, les bras croisés, le regard perdu dans le vide. Cela faisait maintenant plusieurs semaines qu'il avait cessé de rendre visite à Élodie et à Clara. Plusieurs semaines qu'il se contentait de lire les rapports, d'approuver des dossiers, de répondre mécaniquement aux sollicitations, sans jamais vraiment y être présent. Il s'était replié dans cette coquille qu'il avait si souvent utilisée comme rempart contre le monde. Mais cette fois, elle ne le protégeait plus.
Elle l'étouffait. Ce fut sa sœur Marianne qui força la fissure. Elle était la seule personne qui osait lui dire les choses en face. Plus jeune de 3 ans, énergique, perspicace, elle avait toujours su lire au-delà de ses silences. Elle débarqua sans prévenir ce vendredi après-midi, armée d'un parapluie dégoulinant, d'un sac en toile et d'un regard qui ne tolérait aucune esquive. Elle entra dans le bureau sans frapper, posa ses affaires sur la table basse et s'assit en face de lui, le fixant avec insistance. « Tu vas me dire ce que tu fous, Gabriel ?» Il leva les yeux vers elle, pris de court. Il ne répondit pas tout de suite. Il tenta un sourire ironique, mais elle ne lui laissa pas cet échappatoire. « Je t'ai vu dans cet article, avec la petite. Et cette femme. Tu n'as rien dit. Tu as juste disparu. Pourquoi ?» Gabriel inspira profondément, cherchant les mots. Il se leva, marcha lentement jusqu'à la baie vitrée, regarda les nuages qui s'amoncelaient, parce que c'était trop. Trop quoi? Trop proche, trop réel, trop dangereux. Marianne haussa les sourcils, incrédule. Dangereux, tu veux dire quoi exactement? Elle t'a menacé? Tu t'es senti pris au piège? Allons, Gabriel, tu ne fuis jamais une affaire parce qu'elle est risquée. Tu as fait bien pire avec bien moins d'humanité. Il resta silencieux. Puis il murmura presque pour lui-même, « Ce n'était pas une affaire. » Cette phrase flotta dans l'air quelques secondes, puis il se retourna lentement. Il s'approcha de la bibliothèque et prit une vieille boîte en cuir qu'il n'avait pas ouverte depuis des années. Il l'ouvrit, en sortit quelques photos, des lettres, un petit carnet. Il tendit une photo à sa sœur, une femme jeune, souriante, tenant un garçon blond dans ses bras, la mère de Gabriel. « Tu sais pourquoi je ne parle jamais d'elle ?» demanda-t-il. Marianne, prise de court, hocha lentement la tête. « Parce que tu l'as perdue trop tôt. Non, parce que je ne l'ai jamais retrouvée. Elle est partie un jour. Elle a dit qu'elle avait besoin de respirer. Elle est montée dans un train pour Paris. Et elle n'est jamais revenue. Pas un mot, pas une lettre. Mon père m'a dit de ne pas m'attacher. Que les gens finissent toujours par partir. Que l'amour c'était une faiblesse. » Il s'assit, le regard vide. Je l'ai cru. Toute ma vie, je l'ai cru. J'ai bâti une forteresse autour de moi. J'ai structuré chaque chose pour ne jamais ressentir ce manque, ce vide. Et puis cette femme est arrivée avec sa fille. Et sans rien demander, sans chercher à me séduire, elle a tout ébranlé. Marianne se pencha en avant, adoucissant sa voix. Et alors, c'est mal? Tu es humain, Gabriel. Tu ressens, tu t'attaches. C'est peut-être ce qu'il te manquait depuis toujours. Tu ne crois pas que tu mérites ça? Il baissa les yeux. Il pensait à Clara, à ses yeux brillants d'intelligence, à sa voix douce, à ses histoires sans fin. Il pensait à Élodie, à sa force contenue, à son courage silencieux, à cette tendresse qu'elle ne montrait que dans les gestes du quotidien. Il pensait à ce qu'il avait fui et au poids que cette fuite laissait en lui. « Je ne voulais pas leur faire de mal, » dit-il doucement, « et je crois que j'en ai fait plus en disparaissant qu'en restant. » Marianne se leva, posa une main sur son épaule. « Alors ne reste pas ici à ruminer, va leur parler, sois honnête. Peut-être que tu as peur de l'attachement, de la vulnérabilité, mais tu n'es plus cet enfant que notre père a dressé à la dure. Tu as le droit d'aimer, tu as le droit d'être aimé. » Il ne répondit pas, mais lorsqu'elle partit, il resta longtemps assis, les photos devant lui, les pensées en vrac. Il comprenait enfin ce qui le bloquait. Ce n'était pas l'image publique, ni les contrats, ni même la peur du scandale. C'était cette vieille blessure, ce vide jamais comblé. Et maintenant qu'il le voyait clairement, il savait que fuir ne suffirait plus. Il allait devoir affronter ce qu'il ressentait. Et cela commençait par un geste simple, aller à la rencontre de ce qu'il avait tenté d'oublier. Ce soir-là, il écrivit un message à Élodie. Il ne l'envoya pas. Il le relut, le modifia, l'effaça, puis il décida qu'un message ne suffirait pas. Ce qu'il avait à dire, il devait le dire en face, non pour réparer ce qui avait été cassé, mais pour poser enfin les mots qu'il n'avait jamais su prononcer. Il était temps d'ouvrir les portes qu'il avait toujours gardées fermées, non par faiblesse, mais par choix, par courage. Le hasard, ou peut-être une ironie subtile du destin, fit en sorte que Gabriel et Élodie se croisèrent un matin de printemps, dans une rue commerçante à mi-chemin, entre deux quartiers opposés de la ville. Ce n'était pas un lieu qu'Élodie fréquentait souvent,
Mais elle y était venue acheter un médicament spécifique pour Clara, introuvable dans sa pharmacie habituelle. Gabriel, quant à lui, avait été attiré là par un rendez-vous avec un partenaire étranger, annulé à la dernière minute. Ils se retrouvèrent donc soudainement face à face au détour d'un passage piéton, sous un ciel clair et sans vent. L'instant était trop court pour être planifié, mais trop long pour être ignoré. Élodie s'arrêta, figée, une boîte de médicaments à la main. Gabriel, lui, ralentit, s'immobilisa. Ils se regardèrent. Il y avait dans les yeux d'Élodie une flamme retenue, un mélange de blessure et de lucidité. Elle n'attendait plus d'excuses. Elle voulait comprendre. Le silence entre eux dura une seconde de trop, puis elle prit la parole, calmement, mais sans détour. « Tu allais encore passer sans dire un mot ?» Gabriel ouvrit la bouche, referma les lèvres. Il n'avait pas prévu cela. Il s'était imaginé des retrouvailles pensées, mesurées, dans un cadre plus discret, plus intime. Pas ici, au milieu d'une rue, devant des passants indifférents. Pourtant, ce lieu avait quelque chose de juste, brut, réel. Je ne savais pas si je devais... Elle le coupa aussitôt, sans colère, mais avec fermeté. Tu ne savais pas si tu devais quoi? Rappeler que tu existes? Nous expliquer pourquoi tu as disparu? Dire à Clara que tu ne reviendras pas? Elle tenait son sac contre elle comme un bouclier. Sa voix ne tremblait pas. Elle ne criait pas. Mais chaque mot portait une charge précise. Tu m'as laissé là, Gabriel, sans un mot. Tu es parti du jour au lendemain, après tout ce que tu avais fait. Après tout ce que tu avais permis. Tu étais entré dans nos vies sans invitation, mais avec une gentillesse sincère. Et ensuite, tu as tout retiré, sans prévenir. Tu sais ce que ça fait à une enfant de 6 ans, d'attendre quelqu'un chaque soir, de garder ses dessins, pour lui de demander à chaque bruit de pas si c'est lui qui revient? Gabriel sentit sa gorge se serrer. Il voulut parler, mais elle poursuivit. Je t'ai laissé entrer. Je t'ai laissé nous voir dans notre vérité, notre quotidien. Je ne voulais pas de ta pitié, tu le sais, mais tu as insisté. Tu as apporté plus que de l'aide. Tu as apporté une présence, une chaleur. Et puis tu es parti. Tu n'as pas fui une relation. Tu as fui une responsabilité. Tu as eu peur, je comprends. Mais moi, je n'ai pas le droit d'avoir peur. Moi, je dois rester là, forte, pour elle, pour tout. Gabriel sentit la morsure de ces mots. Non parce qu'ils étaient durs, mais parce qu'ils étaient justes. Il fit un pas vers elle. Elle ne recula pas. J'ai eu peur, oui. Terriblement peur. Pas de toi, ni de Clara, mais de ce que je ressentais, de ce que ça réveillait en moi. J'ai grandi dans l'idée que s'attacher, c'était se préparer à perdre, et quand j'ai commencé à m'attacher, j'ai paniqué. Je me suis dit que je devais partir, que vous seriez mieux sans moi, que je n'avais rien à offrir. De stable. Elle le fixa longuement. Puis elle dit, plus doucement, « Et maintenant ?» Il hésita. Puis répondit, la voix basse mais ferme. « Maintenant, je sais que j'ai eu tort, et je ne suis pas venu ici pour reprendre ma place. Je suis venu pour dire que je ne veux plus fuir, que je suis prêt à réparer si c'est encore possible. » Élodie resta un moment silencieuse. Elle semblait peser chaque mot, chaque émotion. Puis elle baissa lentement les yeux vers la boîte de médicaments qu'elle tenait. « Je ne te demande pas de promesses. Je n'ai pas besoin de grandes déclarations. Mais si tu veux revenir, ce ne sera pas pour un jour, ni pour une histoire. Ce sera pour une vie. » Gabriel hocha la tête. Il comprenait. Il n'y aurait pas de raccourci, pas de solution immédiate. Il allait falloir du temps, de la patience et surtout de la constance. Et pour la première fois, il ne s'en effrayait pas. « Je viendrai ce soir, si tu acceptes, pour lire une histoire à Clara, pas pour te convaincre, juste pour être là. » Elle leva les yeux vers lui. Et dans son regard, il y avait encore de la prudence, mais aussi une lumière. Fragile, certes, mais réelle. « Alors viens, mais sois sincère, ne recommence pas. » Il acquiesça. Puis, ils se quittèrent, chacun reprenant une direction opposée, mais porté par une tension nouvelle, un espoir silencieux. Il ne s'agissait plus de gestes symboliques ni de compensation. Il s'agissait désormais d'une volonté partagée de construire quelque chose à partir des ruines de la peur. Ce soir-là, Clara sauta dans les bras de Gabriel lorsqu'il franchit la porte. Et pour la première fois depuis des semaines, le foyer retrouva un souffle chaud. Pas encore la paix, mais la promesse d'un chemin. Les jours qui suivirent la réapparition de Gabriel dans la vie d'Élodie et Clara furent marqués par une prudence constante,
Il venait presque chaque soir, parfois pour lire une histoire, parfois juste pour s'asseoir à table avec elle, parler de tout et de rien, ou même ne rien dire du tout. Élodie restait vigilante. Elle ne lui posait pas de questions sur l'avenir, ni sur ses intentions, et lui-même se gardait bien de formuler des promesses. Mais dans chaque geste, dans chaque silence, quelque chose reprenait forme, un équilibre précaire, nourri par la constance et l'écoute. Clara, quant à elle, avait repris l'habitude de lui sauter au cou dès qu'il franchissait la porte, comme si les semaines de silence n'avaient été qu'un mauvais rêve. Un samedi matin, alors que le soleil filtrait doucement à travers les rideaux de la petite cuisine, un appel bouleversa cet équilibre naissant. Élodie décrocha en pensant que c'était la pharmacie, mais la voix à l'autre bout de la ligne était celle d'un médecin de l'hôpital. Clara, qui avait été suivie régulièrement depuis sa dernière hospitalisation, devait être transférée en urgence à Paris. Un spécialiste en pneumologie infantile y exerçait, et les complications récemment détectées dans ses derniers examens exigeaient une prise en charge immédiate. La voix du médecin était claire, posée, mais l'inquiétude transparaissait sous la maîtrise professionnelle. Élodie raccrocha avec les mains tremblantes. Elle s'assit sur une chaise, le regard vide, incapable de formuler un seul mot. Gabriel, qui était arrivé quelques minutes plus tôt avec des croissants encore tièdes, comprit immédiatement que quelque chose n'allait pas. Elle lui tendit simplement le téléphone, lui montrant le numéro de l'hôpital dans l'historique des appels. Il lut sur son visage ce qu'elle ne disait pas. Et sans réfléchir davantage, il s'accroupit devant elle, posa doucement une main sur son bras. « On part ensemble, je m'en occupe. »« Gabriel, non, je ne peux pas te demander ça. Paris, c'est... Tu ne me demandes rien. C'est moi qui décide. » Il se leva aussitôt, sortit son téléphone, appela son assistant personnel et ordonna qu'un véhicule soit prêt dans l'heure, avec un chauffeur pour les conduire jusqu'à la capitale. Il précisa que l'hôpital Necker devait être contacté pour annoncer l'arrivée de Clara Laurent et qu'un dossier médical complet devait y être transmis par l'équipe lyonnaise. Il parlait vite, avec autorité, mais sans jamais hausser le ton. Élodie observait cette transformation avec un mélange d'incrédulité et de soulagement. Il avait repris ce rôle qu'elle n'osait plus lui reconnaître, celui de l'homme sur qui l'on pouvait s'appuyer. Clara, informée en douceur de la situation, accepta le départ avec une maturité désarmante. Elle prit son petit sac à dos rose, y glissa 2 peluches, un livre de contes et un cahier à dessin. Gabriel, voyant cela, ajouta une trousse de crayons de couleur à l'intérieur. Puis ils quittèrent l'appartement, ensemble pour une route incertaine mais nécessaire. Le trajet jusqu'à Paris dura plus de 4 heures. Le silence dans la voiture fut ponctué par les histoires de Clara, ses questions sur les hôpitaux, les médecins, les machines étranges qu'elle allait peut-être voir. Gabriel répondait avec douceur, inventant parfois des réponses pour alléger l'atmosphère. Élodie, elle, restait près de sa fille, l'enlaçant souvent, la couvrant de regards inquiets, mais elle ne pleura pas. Elle avait appris depuis longtemps que ses larmes devaient rester à l'intérieur. À leur arrivée à l'hôpital, tout se déroula rapidement. L'équipe médicale, déjà informée, les accueillit avec efficacité. Clara fut installée dans une chambre claire, entourée de professionnels rassurants. Élodie resta à ses côtés, tandis que Gabriel s'occupait de toutes les formalités administratives, refusant que l'on parle de tarifs ou de garanties. Il avait déjà tout réglé à distance. Aucun papier, aucune facture ne viendrait troubler la priorité absolue, la santé de Clara. Les premiers jours à Paris furent intenses. Clara subit des examens, des tests respiratoires, des prélèvements. Les médecins confirmaient un diagnostic de syndrome obstructif sévère avec un risque élevé d'aggravation. Un traitement lourd devait être entamé immédiatement, incluant corticoïdes, bronchodilatateurs et un suivi spécialisé prolongé. Le médecin en chef recommanda une hospitalisation d'au moins 3 semaines, suivie d'un programme de soins à domicile strict. Élodie, épuisée mais attentive, posait des questions, notait tout. Gabriel, toujours présent, restait discret, mais intervenait chaque fois qu'elle avait besoin de soutien. Un soir, alors qu'Élodie regardait Clara dormir, Gabriel l'invita à prendre l'air quelques minutes. Ils descendirent dans le petit jardin de l'hôpital, désert à 7 heures. Il s'assit sur un banc de pierre, elle à côté, les épaules légèrement frôlées par le vent froid de la nuit. « Tu sais ce que je pense ?» dit-il doucement. Elle tourna la tête vers lui. « Je pense que je ne veux plus jamais être spectateur de votre vie.
Elle baissa les yeux. Il poursuivit. « Je veux faire partie de cette histoire, pas comme un invité, pas comme un secours temporaire, mais comme quelqu'un qui reste, quoi qu'il arrive. » Elle le regarda longuement. Elle ne répondit pas, tout de suite. Puis avec une voix presque imperceptible, « Tu es sûr de ce que tu dis ?» Il hocha la tête. « Je n'ai jamais été aussi sûr. » Elle prit une grande inspiration. Le silence s'installa entre eux, non pas pesant, mais chargé d'une tension nouvelle. Une promesse non dite se scella à cet instant. Et bien que les mots n'aient pas tous été prononcés, l'essentiel était là. Ils n'étaient plus seuls dans cette épreuve. Ils formaient un front, une unité. Et cela, pour eux trois, changeait tout. Les semaines à Paris s'écoulèrent avec une lente intensité. L'hôpital, malgré son environnement aseptisé, devint presque un second foyer. Clara, sous traitement constant, montrait une résilience qui étonnait même les médecins. Son corps répondait positivement aux thérapies et les crises s'espaçaient peu à peu. Élodie, qui ne quittait pratiquement jamais sa chambre, s'adaptait à cette vie suspendue entre les machines, les horaires de soins, les visites médicales. Gabriel, lui, faisait des allers-retours discrets entre l'hôpital et l'hôtel qu'il avait réservé à proximité, refusant de retourner à Lyon tant que Clara ne serait pas hors de danger. Mais plus encore que le cadre ou les circonstances, c'était la nature du lien entre eux trois qui changeait. Gabriel n'était plus un visiteur. Il n'était plus le millionnaire bienveillant qui intervenait dans les moments critiques. Il était là, tout simplement, avec constance. Il apportait le petit déjeuner chaque matin, discutait avec les médecins, passait du temps auprès de Clara avec la même douceur qu'un père silencieux, mais attentif. Il n'avait jamais prononcé ce mot, pourtant ses gestes, ses regards, trahissaient une forme d'attachement profond, une implication qui allait au-delà du simple secours. Un matin, alors qu'il prenait un café dans la salle d'attente, Gabriel sortit une pochette en cuir de son sac. Il la posa sur la table devant Élodie, qui le regarda, intrigué. « Ce n'est pas ce que tu crois, dit-il aussitôt. Ce n'est ni un contrat de travail classique, ni une proposition d'aide déguisée. C'est une idée, une vraie. » Elle ouvrit la pochette lentement, découvrant une liasse de documents soigneusement préparés. En haut, un titre en lettres sobres, « Projet Horizon ». Initiative sociale pour familles monoparentales. Elle parcourut les premières pages, les sourcils froncés. C'est un programme que j'ai commencé à penser il y a quelques semaines. Il vise à créer un réseau d'accompagnement pour les mères seules, avec ou sans emploi, confrontées à des situations comme la tienne. Il mêle logement solidaire, aide administrative, accès à des soins prioritaires et surtout des espaces d'écoute et de formation. Élodie leva les yeux vers lui sans comprendre. « Tu veux que je sois, quoi, l'assistante sociale de ce projet ?» Gabriel sourit. « Non, je veux que tu en sois la directrice opérationnelle, celle qui sait ce que c'est, concrètement, celle qui pourra bâtir ça avec une vision réelle. J'ai les ressources, mais toi tu as l'expérience, tu sais ce que c'est que de se battre chaque jour. Et tu sais comment parler à celles qui le vivent encore. » Elle resta figée, le souffle court. Ce n'était pas de la pitié, ce n'était pas un cadeau. C'était une confiance offerte, dans sa compétence, dans sa force, un rôle, une place. Tu crois vraiment que je suis capable de diriger quelque chose comme ça? Tu diriges une vie avec une telle maîtrise depuis des années. Tu as relevé des défis que beaucoup n'auraient même pas osé nommer. Tu m'as appris ce que signifie vraiment la résilience. Alors oui, je crois que tu en es capable. Et plus encore, je crois que tu es la seule à pouvoir le faire correctement. Élodie ferma doucement le dossier. Elle ne répondit pas tout de suite. Elle regarda à travers la baie vitrée du couloir, où Clara dormait paisiblement dans son lit, une couverture colorée jusqu'au menton. Elle pensait à toutes les nuits blanches, aux factures impayées, aux repas sautés, aux renoncements quotidiens. Et à ce moment précis, elle sentit que quelque chose basculait, non une fin, mais un commencement. « Je ne te promets pas d'accepter tout de suite. Il me faut réfléchir. Beaucoup. » Gabriel acquiesça. « Prends le temps qu'il faut. Ce projet n'existera pas sans toi. » Les jours suivants, elle relut les documents, annota, questionna, interrogea même certains médecins de l'hôpital sur les réseaux d'aide existants. Peu à peu, l'idée fit son chemin. Elle voyait ce qu'elle pourrait en faire. Non pour elle, mais pour celles qui, comme elle, vivaient encore dans l'ombre, sans savoir à qui tendre la main. Elle imagina des espaces avec des jouets pour enfants, des fiches simples pour expliquer les droits,
des volontaires pour accompagner les démarches les plus complexes, et cette vision l'électrisa. Elle ne l'avait pas cherché, mais peut-être était-ce justement ce dont elle avait toujours rêvé sans jamais l'oser. Quand le médecin annonça enfin que Clara allait pouvoir sortir dans 10 jours, Élodie sentit une vague de soulagement intense. La bataille n'était pas finie, mais le pire était derrière. Clara sautait déjà sur le lit en dessinant avec ses nouveaux feutres, en inventant des histoires absurdes où les docteurs étaient des dragons gentils. Gabriel, lui, restait à distance, discret, mais présent. Il ne posait plus de questions. Il attendait. Et dans cette attente, il ne forçait rien. Il offrait. Le soir précédent leur retour à Lyon, alors qu'ils partageaient un dernier dîner dans la petite chambre, Élodie posa calmement le dossier sur la table, refermé. « J'accepte. Pas pour toi. Pas pour te faire plaisir. Pour moi. Et pour... » Elle, Gabriel la regarda longuement. Il ne répondit pas. Il tendit simplement la main. Elle la serra. Longuement. Le lendemain, ils quittèrent Paris sous un ciel pâle, mais l'esprit chargé d'élan nouveau. Rien n'était encore construit. Tout restait à faire. Mais ce qui avait changé, c'était l'élan, la direction. Ils rentraient ensemble, différents, plus forts, prêts. Le retour à Lyon se fit sous un ciel lavande de ceux qui annoncent la fin d'un cycle et le début d'un autre. Dans la voiture silencieuse qui les ramenait chez elle, Clara s'endormit. Sur les genoux d'Élodie, les doigts encore tachés de feutre, elle avait dessiné pendant tout le trajet des formes abstraites, des visages ronds, des cœurs, des maisons, et un soleil plus grand que tout le reste. Gabriel, assis à l'avant, regardait la route sans parler. Il n'était pas pressé. Chaque minute de ce retour avait une densité qu'il voulait absorber pleinement. Il ne revenait pas seulement à sa ville, à ses bureaux, à son quotidien. Il revenait à une vie qu'il n'aurait jamais soupçonnée quelques mois plus tôt. L'appartement d'Élodie, bien que modeste, leur parut étrangement accueillant après ces semaines d'hôpital. La lumière y entrait comme jamais, et chaque objet, chaque meuble, semblait porter une signification nouvelle. Élodie s'affaira à remettre un peu d'ordre. Clara courut de pièce en pièce, ravie de retrouver ses peluches, ses crayons, son lit. Gabriel resta en retrait, observant cette scène comme on regarde un tableau prendre vie sous les coups de pinceau. Il comprit alors que sa place n'était plus dans l'ombre. Il n'était plus un invité. Le projet Horizon, impulsé à Paris, prit très vite corps dans les semaines suivantes. Gabriel mit à disposition un local qu'il possédait depuis des années et qu'il n'avait jamais vraiment su comment utiliser. Élodie s'y rendit chaque jour, supervisant les travaux, sélectionnant les premiers membres de l'équipe, élaborant les premiers partenariats. Elle se révéla être une dirigeante naturelle, à la fois rigoureuse et humaine, exigeante mais profondément à l'écoute. Les femmes qui franchissaient les portes du centre étaient accueillies sans jugement, écoutées, orientées. Certaines pleuraient dès les premières minutes. D'autres restaient figées, le regard dur mais revenaient le lendemain. Un espace était né, et il portait en lui toute l'expérience d'Élodie, toute sa vie. Gabriel ne s'imposait pas dans ce nouvel environnement. Il venait parfois en silence, observait de loin, parlait aux bénévoles, aidait à finaliser un contrat ou à débloquer un financement. Il ne cherchait pas la reconnaissance. Il trouvait dans cette dynamique un sens qu'aucun de ses immeubles n'avait jamais su lui offrir. Il se surprenait à rire plus souvent, à se lever le matin avec une forme d'impatience joyeuse. Son entreprise immobilière fonctionnait toujours, mais il y consacrait moins d'énergie. Il déléguait davantage. Et surtout, il gardait ses après-midi libres le mercredi et le samedi. 2 jours devenus sacrés. Le mercredi, c'était jour d'histoire. Clara l'attendait avec ses livres favoris, mais surtout avec ceux qu'ils avaient achetés ensemble, dans une petite librairie du quartier. Elle aimait qu'il lui lise à voix haute, mais encore plus qu'il l'écoute inventer. Elle prenait un plaisir malin à changer la fin des contes, à réécrire les rôles, à transformer les princesses en médecins et les dragons en jardiniers. Gabriel se laissait emporter, riant aux éclats, ajoutant parfois ses propres variantes. C'était leur moment, unique, indiscutable. Le samedi, ils allaient au parc, une habitude simple mais essentielle. Clara courait, faisait de la balançoire, ramassait des cailloux comme s'ils étaient des trésors. Gabriel tenait la main d'Élodie sur le banc, parfois, ou marchait à côté d'elle, parlant de tout, de rien, de l'avenir. Ils ne vivaient pas ensemble,
Pas encore. Élodie tenait à garder son espace. Gabriel le respectait, mais il était là, chaque jour, comme une évidence. Un après-midi d'automne, alors que les feuilles dorées tapissaient les trottoirs de Lyon, Gabriel arriva à l'appartement d'Élodie sans prévenir. Il portait un carton sous le bras. Clara ouvrit la porte, l'invita à entrer avec son enthousiasme habituel. Il posa le carton sur la table, l'ouvrit. À l'intérieur, un cadre, un dessin, signé Clara. 3 mains, de tailles différentes, dessinées avec application. Au-dessus d'elle, un ciel rempli de couleurs, d'étoiles et de nuages en forme de cœur. Et en bas, une phrase écrite en lettres, encore maladroite, mais parfaitement lisible. « Maintenant, on est 3. » Gabriel sentit quelque chose se briser doucement en lui. Une muraille, un reste de doute, une peur ancienne. Il s'assit. Clara le serra dans ses bras, puis courut dans sa chambre. Élodie, restée debout, le regardait, les bras croisés, les yeux humides. « Elle a fait ça hier soir, » murmura-t-elle, sans que je lui demande. Je crois qu'elle a compris avant. Nous deux. Gabriel se leva. Il prit la main d'Élodie. Il ne dit rien. Il n'avait pas besoin. Il n'y avait plus de distance, plus de barrière. Ils étaient là, ensemble, liés par quelque chose que ni le temps, ni l'argent, ni les circonstances ne pourraient effacer. Une réalité choisie. Une famille née de l'imprévu, de la douleur surmontée, de la tendresse offerte sans condition. Et ce soir-là, alors qu'il quittait l'appartement, Gabriel regarda une dernière fois le dessin accroché au mur. Il sourit. Non pas le sourire contrôlé d'un homme d'affaires satisfait, mais celui d'un homme qui, après une vie entière, à tout maîtriser, avait enfin compris ce que signifiait réellement vivre.